Chapitre suivant, identification et performativité. L'identification peut aussi être appréhendée sous l'angle de la performativité, c'est-à-dire des actes de parole, quand dire c'est faire. Donc là, je me réfère au philosophe Austin, américain. Quand dire c'est faire, quand une énonciation est mise dans un contexte donné, donc ça c'est la question de la pragmatique du langage, tout ce qu'il y a autour un peu du langage, comment c'est fait, à qui on s'adresse, ça a un rôle par rapport au poids des mots. Donc, quand en même temps une énonciation est mise dans un contexte donné, ça réalise en même temps une action. Donc je cite, par exemple, le fait de dire « je dis », ça c'est performatif, parce que je fais un peu deux choses en même temps. En même temps, je donne une information, puis en même temps je dis « je jure », c'est en même temps un acte. « Je promets », quand l'officier d'état civil dit « vous êtes marié », eh ben, c'est vraiment performatif, c'est en même temps un dire et un faire. Donc, ça se solde par le mariage. Le prénom donné à un enfant, sa nomination, est à mon sens un autre exemple de performativité. Cette nomination fait exister l'enfant en tant qu'être singulier. Dans ce que je vais dire par après, j'ai un peu élargi, j'ai pris le sens de performativité dans un sens un peu plus large. Je m'explique. Je vais m'intéresser en parlant de performativité, je vais m'intéresser à ce que produit la parole, ce que produit le discours sur l'auditeur, sur le sujet. Je vais m'intéresser en quelque sorte à une sorte d'efficacité du discours. C'est comme s'il y avait un dire immédiat, on dit quelque chose, et puis ensuite, ultérieurement, dans un second temps, ça va produire un acte, enfin une action quelque part. Alors je vais citer quelques exemples cliniques anciens et actuels de cette performativité pris au sens large, de ces effets du discours. Il y a eu au XIVe siècle une vague d'anorexie sainte, à l'instar de Catherine de Sienne, qui se livrait à l'époque à la Passion du Christ, et qui elle-même est décédée à 33 ans, qui me semble l'âge du Christ. Selon une collègue lacanienne, Carole de Vombrochy-Lasagna, cette vague survint au moment où la chrétienté déferlait sur l'Europe et où les femmes étaient délogées de leur rôle dans l'amour courtois. Ces femmes furent ainsi livrées à la passion du Christ. Pour moi, il y a selon moi un mimétisme et quelque chose de performatif dans cette épidémie, si on peut dire, d'anorexie. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc c'est un peu comme si on disait « faites comme le Christ, soyez ascétiques », et puis on arrive à ces vagues de maigreur et ces décès, enfin, tragiques pour certaines, notamment pour Catherine de Sienne. Un autre exemple, ce sont ce qu'on appelait à l'époque les hystéries au XIXe siècle. Donc c'est une époque particulière, ou en tout cas en France. D'un côté, les hommes peuvent souffrir d'une maladie qui est très valorisante, la maladie du travailleur acharné, c'est l'hypocondrie, tandis que les femmes, elles ont besoin d'être mises sous tutelle parce qu'elles sont considérées comme fragiles, comme trop sensibles, voire irresponsables. Voilà la raison pour laquelle il peut leur arriver de souffrir d'hystérie. Donc ça, c'est extrêmement bien discuté. Il y a un article de Nicole Edelman, représentation de la maladie et construction de la différence des sexes, des maladies de femmes aux maladies nerveuses, l'hystérie comme exemple. C'est assez formidable où elle montre un peu les changements de paradigme autour de l'hystérie. Un temps, c'est quelque chose lié à l'utérus qui se balade un peu trop, n'importe comment. Donc, je crois que même à une époque ancienne de l'histoire, on mettait même des parfums pour remettre en place cet utérus et restabiliser ces femmes un peu folles comme ça. Et puis, c'est passé à des paradigmes plus cérébraux. Puis, il y a tout un contexte aussi sociopolitique. C'est assez formidable. Mais bref, je vous le cite, je ne vais pas m'étendre plus avant. Mais bon, pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez performatif aussi là-dedans. Comme si on disait, tu es folle, ces femmes, elles sont folles, pourrait-on dire. Donc, ces femmes,
c'est comme si elles agissaient un peu de la sorte en s'agitant, ou bien dit autrement, elles agissent de manière à être entendues. Donc moi je le vois aussi d'une certaine manière comme un acte presque politique. Alors elle en parle d'ailleurs aussi un peu de Nicole Edelman, mais peut-être que je pousse un peu la chose, mais il y a presque un acte politique. Alors tu veux que je sois folle, alors je vais m'agiter. En tout cas, c'est une manière aussi, je trouve, chez certaines personnes qui... parce que dans les problématiques de phénomènes psychosomatiques, il y a quand même, en général, souvent, il y a une certaine précarité socio-familiale, il peut y avoir des vécus traumatiques, c'est souvent des femmes, et puis c'est aussi cliniquement, pour moi, une manière de montrer qu'il y a un malaise. On n'arrive pas à dire un mot, et on le met en scène, quelque part. Donc voilà, ces femmes... continue avec cet aspect un peu politique, qu'elles agissent de manière à être entendues, à prendre une autre place. Donc c'est comme si pour moi l'énoncé « tu es folle » produisait un acte, d'où le côté un peu performatif. Voilà, c'est une petite interprétation. Je me suis aussi intéressé, voilà, dans le cadre d'un projet aussi, de m'intéresser, je fais un peu de pub, autour, dans le cadre du groupement des pédopsychiatres vaudois, il y a un peu l'idée de réfléchir autour de l'évolution de la pédopsychiatrie au XXIe siècle, comment ça a évolué en termes de demande des patients, de symptômes qu'ils présentent, au niveau de thérapeutique, comment ça a changé. Je me suis amusé, entre guillemets, à éplucher des PDF de 400 pages de l'Observatoire suisse de la santé, pour voir qu'est-ce qu'on a comme données. Alors, il n'y a pas énormément de choses, je dois dire. On n'est pas très fort en statistiques en Suisse, ou peut-être même ailleurs, mais en tout cas, ça peine. Mais j'ai quand même pu je vous condense 2-3 petites choses. On observe en Suisse, ces 20 dernières années, une augmentation de la symptomatologie dépressive, des symptomatologies anxieuses et des problèmes de fatigue et d'endormissement chez les adolescents et les jeunes adultes. Donc voilà un petit peu, j'ai extrait la substantifique moelle de ces texte un peu pénible à lire. Et puis, moi je me suis questionné, je trouve quand même il y a quand même une atmosphère actuellement qui est dépressive, et pas seulement maintenant en période de Covid, mais même depuis un certain temps, il y a une atmosphère un peu anxiogène. Citons peut-être des ouvrages de sociologues comme Ehrenberg, La fatigue d'être soi. Dernièrement, il y a Jean-Claude Kaufmann qui a écrit justement, il s'est intéressé au phénomène actuel autour de la réaction sociétale face à cet autoritarisme qu'il y a dans cette crise Covid. Et puis, il a intitulé son ouvrage « C'est fatigant la liberté ». Donc, comme si à force de devoir être un individu libre qui décide pour tout jusqu'à son dentifrice, il y avait quelque chose de fatigant, et le fait d'avoir quelqu'un, un maître qui nous dit quoi faire, on peut enfin un peu se reposer. C'est un peu le propos. Je le résume très brièvement, mais de ce que j'ai pu lire, un peu comme extrait. Voilà. Donc il y a quelque chose d'une atmosphère quand même assez dépressive et anxiogène, qui est, à mon avis, alors je ne suis pas sociologue, mais il y a quand même une manière d'appréhender la menace terroriste depuis les attentats du 11 septembre. Moi j'ai un souvenir qu'avant on prenait l'avion, on arrivait à choper un avion en étant une demi-heure à l'avance à l'aéroport. Maintenant, il faut presque passer 2 heures, et puis encore, des fois on risque de le louper. Donc il y a une sorte de contrôle, une sorte de souci qu'il arrive une catastrophe. Il y a aussi tout ce qu'on peut entendre des défis face à tout ce qui est climatique. Il y a un défi de société actuellement par rapport au climat, mais je pense que chaque époque, à mon avis, ça c'est ma position, chaque époque a ses difficultés, a ses moments d'angoisse. Nous actuellement, quelque part, on a quand même, on n'est plus dans des deuxième guerre mondiale ou des atrocités, on a d'autres choses, mais le défi climatique c'est quelque chose d'angoissant, et c'est diffusé de manière extrêmement forte et qui angoisse aussi. Et puis voilà, toutes ces questions autour de l'impact de la mondialisation, avec des aspects positifs, mais aussi des aspects plus durs. Et puis l'importante diversité de valeurs dans nos sociétés qui
qui est quand même pas toute simple, et peut-être aussi les mouvements face à cette mondialisation, cette diversité, il y a des mouvements de rigidification ou extrémistes, extrême droite, qui veulent retourner à des valeurs, donc on voit qu'il y a quelque chose de très tendu actuellement. Donc il y a un climat comme ça qui est inquiétant. Et un discours, un peu, moi je trouve, quand j'entends la télévision, la radio, c'est un peu le monde va vers sa perte, c'est un peu la fin du monde. Donc pour moi, quelque part, il y a ce discours-là, et je pense que ça produit aussi beaucoup de dépression. Il y a un impact. Alors je ne veux pas dire que c'est le seul facteur, mais ça a un certain impact. Donc voilà, pour dire, voilà, le discours sociétal peut donc rendre malade. Je pensais à un autre exemple de performativité, c'est les vagues de TADA, donc de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou plus récemment un peu les vagues de troubles du spectre autistique, où ça s'élargit, alors on a de plus en plus, on catalogue de plus en plus ce genre de choses. Et puis, on remarque quand même qu'il y a un paradigme, un discours neurobiologique qui a ses valeurs et ses dévaleurs, enfin voilà, mais qui a aussi une certaine valeur, qui prend le dessus sur des paradigmes psychanalytiques ou familiaux. Par exemple, l'agitation d'un enfant qui peut être pleinement, et dans beaucoup de situations, je trouve, perçue comme un signe d'anxiété ou de dysfonctionnement au sein de la famille ou de problèmes familiaux, de divorce, et ben voilà, on dira peut-être qu'il a un TADA. Voilà. Donc l'agitation n'est plus un signe d'anxiété, mais de dysfonctionnement dopaminergique. Voilà, il y aurait quelque chose qui dysfonctionne dans le cerveau. Et puis ça nécessitera une prise de Ritaline. Alors maintenant j'ai lu certains journaux un peu généralistes comme ça, ou la tribune médicale, mais à chaque fois, maintenant ils se sont un peu plus diversifiés, ils ne parlent pas que de la Ritaline, ils parlent aussi de traitements pédagogiques, enfin d'autres choses, mais la Ritaline, il faut donner la Ritaline. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner, moi ça m'arrive de proposer ça, mais il y a aussi d'autres choses, et c'est un peu réducteur de voir les choses sous un seul angle. Donc voilà, il y a quelque chose un peu, à mon avis, un peu performatif. Ça induit des changements dans les prises en charge, dans les manières de voir le patient. Dans les TSA aussi, quant au TSA, il devrait ainsi plutôt se soigner selon des méthodes comportementales et pédago-éducatives. Je pense qu'il y a quelque chose dans ces discours-là qui induisent des choses. Et les patients vont pouvoir s'identifier. Je suis plutôt un TADA, ou dans la famille on est des TADA. Enfin, on essaie de se coller des étiquettes aussi. Un dernier exemple, une collègue me parlait dernièrement de deux phénomènes contemporains. Donc une vague de transgenres. Donc ça, si on regarde, c'est assez frappant. En Suède, un hôpital de référence justement qui s'est beaucoup occupé de soins pour les transgenres, qui est un des premiers, donc l'hôpital Karolinska. Il y a eu un afflux de demandes tellement impressionnantes ces dernières années. Je cite, en 2018, c'était près de 1900 personnes avec une hausse spectaculaire des filles adolescentes voulant devenir des garçons. Donc, il y a eu tellement de demandes qui sont un peu fermées les vannes en disant on attend, on ne va pas prodiguer tout de suite des traitements médicaux ou hormonaux. Donc c'est un phénomène, cette collègue me parlait de ce phénomène-là. Elle me parlait aussi donc ce phénomène de transgenre avec beaucoup de femmes qui désiraient être transformées en hommes. Et puis, elle me parlait aussi d'un phénomène, j'appellerais un peu une sorte de donjuanisme renversé, à savoir que dans sa patientèle, elle voit plus, moi j'en vois un petit peu moins, peut-être, mais il y a plus d'inhibition amoureuse actuellement chez un certain nombre d'hommes. Par contre, les femmes se décomplexent, et puis il y a plus cette idée du polyamour. Alors, je trouvais intéressant de citer cet exemple. Et puis je me suis posé la question, voilà, ces deux phénomènes s'expliqueraient-ils par une performativité du discours féministe, aux femmes de prendre le pouvoir et de décider le choix du genre et de l'objet sexuel. Voilà, une petite réflexion contemporaine.
Je poursuis brièvement avec l'environnement familial et les prédispositions à la maladie psychique. Voilà. Si l'on regarde autour de soi, on trouve toujours un parent plus ou moins proche qui souffre de maladie psychique. Je pense qu'on a tous dans sa famille, enfin, on discute, alors on n'en parle pas trop, mais en général, on remarque avec des amis proches que voilà, que c'est quand même quelque chose qui est là. Certaines familles, néanmoins, sont plus marquées par ce phénomène. Une part de transmission génétique est toujours actuellement incriminée, ou en tout cas vraiment une part, même si les mécanismes ne sont, en tout cas à ma connaissance, pas véritablement connus ou complètement connus. Dans les années 1950, justement par rapport au phénomène psychotique, enfin les psychoses dans des familles, l'anthropologue Bateson incriminait un mécanisme de double bind, donc des messages contradictoires qui rendraient fou l'enfant. Voilà, on lui dit une chose et on lui dit son contraire, donc une sorte de dysfonctionnement dans la communication familiale qui, selon lui, expliquerait justement cette folie, la transmission de la psychose. Alors voilà, ma question, toujours par rapport à liberté, etc., c'est génétique et communication dysfonctionnelle peuvent, me semble-t-il, jouer un rôle important. Entre ces deux causalités, les identifications du milieu et les prédispositions familiales, où se situe la liberté de choix du sujet. Voilà, je laisse la question ouverte. Je n'ai pas de réponse, mais comme je vous disais, c'est vraiment le but de réfléchir, de digresser un peu sur cette question-là. Maintenant, avant de conclure, je vais vous parler de la performativité thérapeutique. Dans le rôle de l'ouvrage d'Evelyn Fox Keller, une américaine, le rôle des métaphores dans les progrès de la biologie, Evelyn Fox Keller aborde l'évolution de la connaissance biologique et l'influence opérée par le langage sur la biologie. Selon Evelyn Fox Keller, les métaphores utilisées par les différents scientifiques, par exemple, à l'époque, Müller identifiait un gène, le gène comme le fondement de la vie, et puis il revendiquait pour lui une primauté tout à la fois ontologique et chronologique. À cette époque, on n'avait aucune idée de ce qu'était un gène. On ne connaissait pas la double hélice de Watson et Crick, mais il est parti de ce principe-là, c'est dû à ça. Et ça a eu un effet de parole, c'est vraiment performatif parce que ça oriente la recherche autour de ce qui se passe dans le noyau de la cellule où il y a justement les chromosomes et les gènes, ce qui se passe, et puis ça a amené de là à différentes découvertes, et puis on en est maintenant à plutôt tout un champ qui est de questionner non pas l'influence des gènes, mais l'influence du milieu, tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule dans le cytoplasme, pour agir, pour permettre l'expression ou la non-expression de certains gènes. Donc je trouve assez remarquable. Donc pourquoi je vous cite ça? Parce que je vais revenir à mon sujet des effets performatifs. Donc il faut que je reprenne juste mon petit papier, parce qu'il me semble que j'ai oublié de dire un truc. Donc, dire que les gènes sont au fondement de la vie a été performatif, car cela a orienté la recherche et permis de nouvelles découvertes. Maintenant, je me suis intéressé justement à des textes vraiment assez classiques, enfin chez Freud, aux études sur l'hystérie. Et je me suis dit, si on regarde l'évolution de la thérapeutique depuis Freud jusqu'à aujourd'hui, on observe déjà qu'avant Freud, il règne une atmosphère un peu de nihilisme thérapeutique, avec l'idée, voilà, c'est des principes de dégénérescence mentale, qui va se transmettre à la génération suivante, et puis il y a l'idée aussi de protéger la société des fous. Je fais un peu court, hein, mais il y a quand même cette atmosphère-là un peu glauque, je trouve. Et puis il y a aussi il y a un constat aussi d'échec avant, donc Philippe Pinel qui invente le traitement moral, et puis Esquirol, les hôpitaux psychiatriques, etc., ça ne fonctionne pas très bien. Donc il y a cette atmosphère un peu triste. Et puis aussi en même temps une certaine place qui sont prises justement à des théories plus eugéniques. Donc Freud il se situe dans ce contexte-là.
Et puis, les patients dites hystériques qui ont des manifestations psychosomatiques qui peuvent être très spectaculaires, eh ben, elles sont considérées comme liées à une tare, comme ça. Donc il y a la notion de défaillance un peu dans le corps, il y a quelque chose d'une tare. Et il y a d'ailleurs, Freud s'oppose à son contemporain Pierre Janet, qui lui conçoit aussi l'hystérie de cette manière-là. Freud, lui, il va dire exactement le contraire. Donc il considère que c'est une défense des patientes face à une représentation insurmontable, donc il y a quelque chose, l'idée de quelque chose d'actif. Il va inventer une thérapeutique, donc la talking cure, dont il parle avec l'ouvrage coécrit avec Breuer, donc les études sur l'hystérie de 1895. Et ce qui est intéressant, vous pouvez aller vérifier après si vous avez le dictionnaire de la psychanalyse d'Elisabeth Roudinesco, si vous regardez sur études sur l'hystérie, vous regardez un peu le devenir de ces patientes. Ce qui est formidable, c'est que dans les textes, alors c'est des traitements formidables, elles ont guéri, et puis en fait, il ne s'est pas du tout passé ça. C'est pas que je le dis, je suis analyste, on va me dire, mais critiquer, etc. Mais c'est voilà, historique, ça n'a pas marché. Aucune de ces patientes n'a été guérie par leur thérapeutique. Par contre, ce que je trouve intéressant dans l'affaire, c'est que ça a amené un élan, ça a diffusé quand même une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme de thérapeutique, et puis ça a amené un élargissement indéniable des possibilités thérapeutiques. Donc, selon moi, dire que l'hystérie est une défense et qu'on peut la traiter par la talking cure, ça a été vraiment performatif. C'est une petite interprétation que je fais de ce phénomène. Ça a engendré un engouement au sein de la communauté scientifique et intellectuelle de cette époque, et puis ça a amené aussi à faire avancer les théories psychanalytiques. Je fais la même hypothèse de performativité concernant Freud, concernant le savoir autour des enfants. Freud a une théorie sexuelle des névroses qu'il relie à l'enfance, au développement de l'enfant, à l'entrée ou non dans l'Oedipe. Il déduit cela de son auto-analyse et puis l'analyse de ses patients adultes. Ça va amener un engouement de ses disciples qui vont étudier la chose afin de confirmer ses hypothèses. Ils vont donner des exemples de proches, de petits patients, même de leurs enfants pour donner du moulin à cette théorie. Puis ça va quand même aboutir petit à petit. Alors c'est certainement pas le seul facteur, mais je pense que ça a amené aussi à étendre un peu le savoir autour de l'enfant et au développement de l'enfant, à la question de ses besoins, la question du rôle de l'environnement. Donc on élargit le champ. Et puis pour moi, pour revenir à ce que je vous disais aussi par rapport à l'approche neurobiologique, certainement que ça va amener aussi à d'autres ouvertures. Le fait d'avoir une approche neurobiologique pourra amener aussi à mettre en place certains traitements, et peut-être que ça va aboutir à une certaine efficacité. Et ça, je pense que c'est aussi important de le reconnaître, même si voilà, ça peut créer une certaine grogne chez certains confrères ou collègues, mais ça peut aussi amener quelque chose d'une ouverture. Voilà, donc à partir de ces exemples, j'en conclus que le performatif a la qualité d'ouvrir le champ d'exploration et de découverte. C'est aussi ce que j'observe au niveau plus individuel dans le cadre des traitements avec les patients. Quand on voit un patient, il y a bien sûr aussi un préalable pour qu'un traitement, une thérapie opère. C'est quand même important qu'il y ait différentes choses importantes, la question de une position un peu active du patient, un engagement de l'analyste, enfin un désir de savoir de l'analyste, puis la question du transfert. L'affection qu'on peut avoir aura un rôle important, parce que voilà, quand on aime, on tient aussi plus compte du dire, face à des effets de parole, c'est important. Et je trouve que problématiser les plaintes du patient permet de circonscrire un problème. Alors on peut se tromper, mais je veux dire, on circonscrit un problème. Ça peut avoir un effet d'apaisement en partie sur l'angoisse du patient, et puis ça peut aussi l'encourager justement à s'interroger sur lui-même et à comprendre différemment ce qui le trouble,
quitte à modifier complètement l'hypothèse. Il y a un côté aussi work in progress, en tout cas, c'est ce que j'essaye aussi de faire, je pense que mes collègues essayent de faire. Voilà. On peut modifier l'hypothèse de départ, mais ça met en branle, ça met en acte, ça a quelque chose d'agissant. Donc ça permet de faire un pas de côté aussi, de se mobiliser différemment et de changer en partie, je dirais, son devenir. Même chose pour moi aussi avec les médicaments. Je trouve que lorsqu'on prescrit, il n'y a pas seulement l'effet réel de la molécule, mais il n'y a pas seulement l'emballage du médicament, mais comment on emballe les choses, comment on en parle du médicament. Il y a des effets de parole. Il y a aussi les représentations du patient par rapport aux médicaments. Et certains patients qui disent « mais ne me parlez surtout pas, je ne veux surtout pas lire la notice d'emballage, je vais attraper tous les symptômes ». Donc, patient un peu hypochondriaque, on fait attention à comment on dit les choses. Puis ça aura, on connaît donc dans le médicament cet effet placebo ou l'effet contraire, l'effet nocebo. Donc un antidépresseur pourra vous aider contre la dépression. Et ça peut avoir un effet. Le patient pourra développer des effets favorables ou indésirables, même avant que le médicament n'agisse véritablement. Donc pour moi, on travaille en quelque sorte avec des actes de parole. Certaines paroles opèrent, d'autres pas. Voilà pour conclure brièvement. Donc voilà un peu dans cette réflexion que je me suis faite et que j'essaie de partager avec vous, sans donner une réponse précise à la question où se situe la liberté du sujet. J'ai discuté de ce qui détermine, influence le sujet, mais aussi de ce qui fait sa singularité et lui permet une plus grande ouverture face à ce qu'il vit avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. J'en tire quelques déductions, mais pas de réponse définitive. En tant qu'analyste, croire à une certaine liberté, à une certaine possibilité de changer son devenir, est selon moi une formule elle aussi performative, qui permettra ou non un certain changement chez le sujet. Donc parler de liberté, de choix du sujet, est donc en partie vrai, par déduction, mais aussi ultérieurement, finalement, grâce à cet effet de performativité. Voilà, je vous remercie de votre attention.